Et c'est comme ça qu'est né finalement le concept de C'est pas sorcier. Ah, Jamy Gourmaud. Comme moi, vous avez peut-être baigné en grandissant avec C'est pas sorcier, l'émission de vulgarisation scientifique animée par Fred et Jamy. Je déboule dans C'est pas sorcier, je ne sais rien. Car oui, Jamy n'est pas scientifique, mais bel et bien journaliste. Il nous partage dans cet épisode son passé de reporter, les événements qu'il a couverts et sa passion grandissante pour la science. Après, c'est comment ? Comment on fait ça ? Je me débrouille, on me prête une caméra et je pars à Berlin. Mais comment réussir à allier ces deux passions ? Peut-on être légitime à s'investir dans un domaine que l'on n'a pas étudié ? Comment se faire une place alors que personne ne nous attend ? Et moi, je crois que si j'ai accroché avec la science, c'est parce que je me suis rendu compte très très vite qu'on pouvait raconter des histoires de science. Jamy nous partage dans cet épisode les doutes qu'il a dû affronter. Les uns et les autres l'expliquent comme ceci, j'explique de la même manière. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est bien clair ? Le bouleversement provoqué par l'arrivée du web, Il faut y aller parce que ça. Et ça, c'est la raison pour laquelle il faut le faire. mais aussi son processus de travail, la gestion de son temps au quotidien et comment il continue à progresser. Entre croire et penser, il y a un fossé que ne franchit pas la science. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Jamy Gourmaud. Bonjour Jamy. Bonjour. Bienvenue sur InPower, je suis ravie de t'accueillir à ce micro, je suis ravie qu'on ait pu faire cet épisode. Écoute, j'ai hâte de discuter avec toi, on va parler de beaucoup de sujets. Est-ce que pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Alors, c'est bien de dire de la façon dont je le souhaite. Moi, je considère que je suis un journaliste. Alors, un journaliste qui a beaucoup œuvré plutôt dans le domaine scientifique. Mais j'ai bien dit journaliste. Je ne suis pas scientifique. Mon rôle consiste à transmettre les savoirs des uns aux oreilles des autres qui ont envie de comprendre. C'est une très belle façon d'écrire ce que tu fais. J'ai moi-même été surprise quand j'ai un peu regardé ton parcours de voir que tu avais passé un bac littéraire. Oui. Et tout de suite, moi j'appartiens à la génération qui a grandi avec C'est pas sorcier, donc je pense que peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent t'ont connu par ce biais. Bon, tout de suite, je me suis dit, pourquoi, si jamais tu avais cette appétence pour le monde scientifique, est-ce que tu as fait un bac littéraire ? Alors je pense que quand j'ai passé mon bac, je n'avais pas d'appétence pour la science. En revanche, j'avais très certainement, et à coup sûr même, une appétence pour la culture générale. Et je pense que c'est pour cette raison que j'ai choisi la voie du journalisme. Très tôt, j'ai eu envie de faire ce métier. Je crois que j'avais 12 ou 13 ans quand j'ai eu envie de faire ce métier. Et puis j'ai découvert la science, par hasard. Quand on est jeune journaliste, on travaille sur n'importe quel support, et puis il m'est arrivé à un moment donné de devoir travailler dans une émission de science, et là j'ai découvert la science. Et en fait j'ai découvert la science destinée au grand public. Il ne faut pas confondre la science, qui est la matière, l'outil sur lesquels travaille le scientifique, et la science comme éléments de culture générale. Moi, je transmets des éléments de culture générale. Et en l'occurrence, des éléments de science, des savoirs de science. Mais ça s'arrête là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, je pense que c'est aussi ce qui fait qu'avant, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, tu en es un des plus grands représentants en France. Avant que tu partages le contenu que tu partages aujourd'hui, il y avait vraiment une distance entre le grand public et la science. Il y avait une espèce, on peut le dire, et c'est pas méchant, mais de suffisance de la part du monde scientifique, où moi j'ai entendu beaucoup, et j'ai lu beaucoup, que certains médecins ne regardaient même pas le travail de personnes qui étaient dans des voies peut-être un peu alternatives ou qui avaient d'autres formes de pensée. Et de l'autre côté, nous, moi je parle en tant que, en effet, personne plutôt littéraire que scientifique, je sais pas comment dire, une espèce de peur. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si tu l'as déjà ressenti, mais en fait, c'est tellement... ça donne tellement le vertige, en fait, quand on commence à réfléchir, je ne sais pas, à notre place dans l'univers, qu'en fait, on préfère parfois même ne pas chercher à comprendre. Et encore, ça, je dirais que ce sont des préoccupations, des questions d'ordre philosophique sur lesquelles chacun se penche. Oui, c'est vrai, j'ai cité, tu vois, même en voulant citer de la science, j'ai cité de la philo. Mais je crois qu'effectivement, dans les années, on va dire, à partir du moment où la télévision se démocratise, on va dire les années 60, 70,
80, jusque dans les années 90, la science qui est diffusée, qui est transmise à la télévision, elle est a priori faite pour les scientifiques. On va s'enfermer à ce moment-là dans un espèce de vocabulaire où finalement, pour faire une émission de science, faut que ce soit un peu compliqué. Sinon, c'est pas de la science. Jusqu'au tournant des années 90-2000, où là, il commence à y avoir des journalistes. Alors, je ne suis pas le premier. Nous ne sommes pas les premiers avec Fred quand on a fait C'est pas sorcier. Avant nous, il y a eu les frères Bogdanov, il y a eu Jérôme Bonaldi, il y a eu Michel Chevalet, quelques-uns comme ça, Laurent Broumet sur France Inter, qui ont descendu la science de son piédestal et qui ont commencé à parler simplement de science et qui ont commencé à raconter la science. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de phénomènes que l'on a appris à l'école, que l'on a parfois un peu oubliés, qui finalement se racontent. Et ce sont de merveilleuses histoires. Et moi, je crois que si j'ai accroché avec la science, c'est parce que je me suis rendu compte très très vite qu'on pouvait raconter des histoires de science. Qu'un phénomène physique ou chimique, c'était une histoire. Alors déjà, dans sa description, décrire ce qui se passe au moment du Big Bang, c'est une belle histoire. Décrire une réaction chimique, ça peut sembler un peu débile ce que je vais dire, et pourtant, c'est théâtral. Ça s'offre à la narration, tout simplement parce que dans une réaction chimique, il y a des ingrédients de départ, des protagonistes, des personnages, et puis il se passe quelque chose à un moment donné, et à la fin, on n'a plus les mêmes. Voilà. Donc ça se raconte, ça se théâtralise. Et c'est ainsi pour tout un tas de disciplines scientifiques. Il y a ça, et puis il y a aussi que la science, elle n'est pas isolée dans son monde. La science, elle se trouve au carrefour de toutes les disciplines scientifiques. Moi, ce que j'adore quand je raconte la science et quand je planche sur un sujet, c'est que finalement, ce sujet, cette thématique scientifique, elle est toujours liée de près ou de loin à un contexte historique, économique, politique, sociologique. Donc, voilà, quand on raconte la science, on raconte tout ça aussi. Quand on raconte la science, on fait un peu de géographie, un peu d'histoire, un peu d'économie, un peu de politique. Est-ce que parfois la science ne t'a pas déçu ? Alors, je vais m'expliquer, c'est que c'est aussi la beauté de la science. Elle n'est jamais vraiment finie. C'est pas comme des mathématiques où il y a une réponse indéniable. Elle est toujours en évolution. Alors, en mathématiques, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, il en reste à explorer. Absolument. Ouais. Je sais pas si c'est rassurant, mais bonne chance pour ceux qui le feront. Si, c'est rassurant. Justement, je t'interromps. Ah, mais bien sûr, vas-y. C'est ce qui doit nourrir. Le doute nous nourrit. C'est vrai. Et c'est passionnant. Je veux dire, moi, je prends un plaisir fou tous les jours quand je lis les journaux. Je cherche une découverte, même minime. Alors, elle peut sembler minime, d'ailleurs, quand on la lit. Et puis, d'un seul coup, s'apercevoir que ça va être le début d'une révolution. Et heureusement qu'il y a ça. C'est vrai. Heureusement. Si on savait tout, ce serait triste. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de ne pas savoir, mais d'aller chercher le savoir. Et pourquoi la science, moi, m'a amusé, c'est que, n'étant pas scientifique au départ, je ne connaissais rien. Et j'ai appris plein de choses en les découvrant, mais je pense avec le même bonheur que les découvreurs ont eu quand ils ont compris certains phénomènes. Et est-ce que tu as déjà découvert une vérité ou une réalité en science, et des années plus tard, ça s'est avéré en fait faux ou contredit? Alors, c'est jamais complètement faux, mais ça évolue. Ça évolue avec le temps. Notre regard sur l'environnement a évolué avec le temps. Voilà. Il y a des choses qui étaient sues. On pouvait dessiner une orientation, mais avec le temps, eh bien, on a enrichi nos connaissances et les choses se sont précisées, rarement contredites, mais précisées, affinées. Et puis, ça a ouvert vers d'autres considérations. En fait, je pense au monde de l'alimentation, parce que je dirais que dans
la science, c'est celui que je connais le mieux, et encore, c'est pas si scientifique que ça, mais en tout cas, ça touche au corps humain. Vu que voilà, je m'intéresse beaucoup au sujet, notamment de grossophobie. Oui. C'était au début des années 2000, c'était un peu la chasse aux lipides. On disait que le gras c'était le mal, qu'il fallait surtout pas en manger, etc. Et 10-15 ans plus tard, on dit l'inverse. En fait, le gras c'est bon pour vous, soyez keto, mangez cétogène, et surtout ne mangez pas de glucides. Et donc, moi, dans juste ce petit univers-là, je me dis, en fait, comment vraiment croire la science ? Parce que j'ai l'impression qu'on peut l'instrumentaliser en fonction de ce qu'on cherche à dire. Mais tout peut être instrumentalisé, c'est ce que tu viens de dire, en fonction de ce qu'on cherche à dire. Tu fais référence aux années 90-2000, ok ? Mais qui disait cela ? Pas tous les scientifiques, Oui, c'est vrai. pas tous les nutritionnistes. Et il est important toujours, c'est pour ça que les sources des informations sont très importantes. Il ne faut surtout pas généraliser un propos. Tous les nutritionnistes n'ont pas tenu ce discours. En revanche, c'est devenu une mode. Une mode qui a été colportée par les médias. Des médias. Certains nutritionnistes, mais pas tous. Et je pense que dans ces années-là, on trouve d'ores et déjà des nutritionnistes qui disent attention à ce que l'on dit et écoutons nos corps. Ne condamnons pas les lipides, les glucides. Notre organisme en a besoin jusqu'à une juste mesure. Mais ce discours existait déjà dans ces années 90. Mais on était dans une autre image du corps que celle que l'on a aujourd'hui. Et donc, on avait un autre discours, une autre représentation. D'où l'importance, au final, des transmetteurs, mais en tout cas des personnes comme toi qui font le pont entre le monde scientifique et nous, parce que, en fait, souvent, les études ne parviennent pas au grand public. Déjà, parfois, c'est payant. C'est très dur à lire, ça prend énormément de temps. En fait, c'est pas la priorité des gens. Donc, en fonction de qui on suit, ça va être difficile parce qu'on va potentiellement adhérer à un dogme sans même forcément s'en rendre compte. Alors, c'est d'autant plus compliqué que, en fait, il faut garder un esprit critique. On a parlé du doute tout à l'heure. Il faut garder un esprit critique, mais en même temps, on ne va pas se mettre à tout critiquer, c'est-à-dire à tout remettre en question. Je veux dire, le fait que la Terre soit ronde, que ce soit une sphère, on ne va pas le remettre en question, parce que là, on va perdre beaucoup de temps. Voilà. Mais en même temps, on demande au public d'être critique, d'entretenir le doute, et c'est là où c'est compliqué. Et donc, comment savoir si un argumentaire est juste ou mauvais ? C'est cette fameuse méthode scientifique qui doit être enseignée auprès de tous. Bien comprendre que quand on dit quelque chose, eh bien, ça doit être vérifié et que l'inverse n'est pas possible. Si on dit que les lipides sont mauvais, eh bien, on voit bien que l'inverse n'est pas juste. On voit bien que l'inverse est possible. Et là, on se dit, non, l'argumentation est mauvaise. On ne peut pas généraliser ce propos-là. Les lipides, on en a tous besoin. Chacune de nos cellules dans notre organisme est recouverte d'une petite membrane. Cette membrane, elle est constituée de lipides. C'est ce qui est beau avec la science, mine de rien, c'est qu'il y a une possibilité de vérification. Il y a cette méthode scientifique dont tu parles. Parce que l'esprit critique, en fait, il n'est pas propre à la science. Je pense à la politique ou même à la sociologie. On peut faire preuve d'esprit critique, mais en fait, il servira juste à affiner notre croyance. Parce que c'est plus basé sur nos croyances personnelles, en fait. Voilà, la science ne croit pas. Ça, c'est très, très important. Entre croire et penser, il y a un fossé que ne franchit pas la science. C'est vrai, c'est bien de le rappeler. Et si on en revient un peu à ton parcours, du coup, tu décides de poursuivre des études de journalisme, et ensuite s'offre à toi, mine de rien, plusieurs possibilités, la radio, la presse écrite, la télé. Qu'est-ce qui fait que tu t'orientes vers la télé ? Encore une fois, une histoire de hasard. Je sors de l'école de journalisme. À l'époque, je veux faire de la radio ou de la presse écrite. C'est marrant parce que quand je suis sorti, j'avais une proposition pour un journal à Québec. J'ai longuement hésité parce que ça me faisait envie. Et me dire d'un seul coup, tiens, je pars vivre
au Québec, au Canada. Je trouvais le truc assez excitant. Et puis au même moment, on me propose des stages à Radio France, France Bleu aujourd'hui. Comme à l'époque, j'adore la radio, j'adore ce média, parce que on pourra en parler un peu plus tard, mais j'adore ce média, donc je me dis, bah non, tiens, je reste en France et je vais faire de la radio. Donc je fais de la radio pendant 3 mois, je me balade entre Lille et Bordeaux. Et puis, on me propose, à l'issue de cette période d'essai, on me propose un poste à Guéret. À Guéret ? À Guéret. C'est Voilà. une ville ? Oui. J'ai bugué là. Oui, alors les pauvres, non, Guéret, c'est une ville, c'est dans la Creuse, me semble-t-il. Faudra qu'on vérifie. Hein. D'accord. Donc, et là, je dis non, je ne veux pas. Ça donne moins envie tout d'un coup. Hein. Ça donne moins envie. Et là, je refuse. Et peut-être que j'aurais été très très heureux, hein, parce que Guéret, c'est très joli, et les environs sont très très verdoyants et très reposants. Il y a aujourd'hui pas mal de Parisiens qui quittent la ville pour aller s'installer dans ce secteur. Donc peut-être que, sûrement que j'aurais aimé d'ailleurs. Mais bon, le fait est que là, je dis non, machin et tout, et puis, sauf que je me retrouve sans rien. Je me retrouve sans rien. À quel âge ? Et là, j'ai 25 ans. D'accord. Voilà. Je viens je suis sorti de l'école il y a 6 mois. On est en 1989. J'ai des copains qui sont à Berlin, avec qui on communique, et qui me disent écoute, toi qui es jeune journaliste, tu devrais venir faire un tour. Il se passe des choses. Et donc, là, on est au mois de septembre. Alors, ça me trotte dans la tête comme ça, et bon, c'est ce qui s'est passé le 9 novembre 1989. Et là, je me dis, j'y vais, mais je ne vais pas le raconter avec des mots, qu'ils soient dits ou écrits. Je vais le montrer avec des images. Donc, je me débrouille, on me prête une caméra, et je pars à Berlin. Et j'ai fait mon premier documentaire à Berlin en novembre 1989. Tu pars tout seul. Tout seul. Tu parles pas allemand. Un petit peu allemand. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Ouais, c'est ton premier reportage en fait. Absolument. De terrain. C'est mon premier reportage, et j'avais choisi un angle parce que c'est compliqué, parce que tu déboules à Berlin, il y a tous les médias, toutes les télés. Alors il y en a moins qu'aujourd'hui, évidemment, mais moins qu'aujourd'hui, mais en même temps, peu de portes qui s'ouvrent. Parce que c'est moins de médias. Si tu fais un documentaire, tu te dis, mais à qui je vais le vendre ? Donc il faut trouver un sujet un peu original. Voilà. Et en fait, moi, je voyais beaucoup de journalistes faire des sujets sur les Berlinois de l'Est qui passaient à l'Ouest. Et moi, je suis tombé sur des jeunes médecins qui étaient à Berlin-Ouest, qui venaient de terminer leurs études, qui avaient du mal à trouver du travail à Berlin-Ouest, et qui m'ont dit, nous, on va passer à l'Est. Et donc, j'ai suivi, alors que tout le monde suivait des Berlinois de l'Est qui passaient à l'Ouest, qui venaient découvrir, qui ne traversaient plus, c'était ouvert, voilà, mais qui traversaient le no man's land. J'ai fait l'inverse, j'ai fait le trajet inverse, et voilà, ça donnait un autre documentaire. Hein. Ça a été mon premier documentaire, et puis, comme finalement, avoir l'œil derrière l'œilleton de la caméra, ça me plaisait bien, et qu'on était dans une période de bouleversement politique très intense, hein, parce que ça a été le début de cette vague de républiques satellites de l'Union soviétique qui s'effondrait. Donc derrière, il y a eu la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie. Voilà. Est-ce que tu te rends compte à ce moment-là que tu es en train de filmer l'histoire ? On ne sait pas si on est en train de filmer l'histoire à ce moment-là, parce qu'on filme quelque chose d'exceptionnel, parce que vous n'avez pas connu ça, mais ça me gêne de dire ça en plus, parce que, mais c'est sûr, les gens qui ont mon âge, comme mes parents,
on a grandi, on a vécu dans un monde bipolaire. Oui. Et c'était une drôle de sensation. Et quand j'explique ça à mes enfants, ou quand je leur ai expliqué, je leur en parle encore de temps en temps, c'était vraiment très, très prégnant dans notre manière de voir le monde. Le monde était véritablement divisé en 2 camps. Allez, 3 camps avec le camp des non-alignés, mais on avait vraiment en permanence cette dualité Occident-Orient. Voilà. Et c'est vrai que moi j'ai des copains qui ont fait leur service militaire, mais quand ils allaient faire leur service militaire, on leur apprenait que l'ennemi était à 24 heures de nos frontières. Ouais, c'était des petites choses comme ça. Tu vois. Donc, est-ce que c'était l'histoire ? Je ne sais pas si à ce moment-là on se dit c'est l'histoire. Voilà. On se rend compte après, avec le temps, les événements se produisent à un moment, et puis c'est le temps qui va en faire des événements historiques. Ouais. Mais sur le moment, c'est ce que je me dis en fait. Voilà. Je sais pas à partir de quand on se rend compte qu'on est en train de vivre un événement historique, et d'un autre côté, c'est ce à quoi aspirent les journalistes. Enfin, c'est de raconter le monde. Oui. Et on dit souvent que les journalistes sont des historiens de l'instant. Là, tu en étais, pour le coup, tu étais clairement un historien de l'instant. Et d'ailleurs, juste ma curiosité, ça s'est passé comment pour ce couple qui arrivait à l'Est ? Parce que l'Est a quand même mis, Berlin-Est a quand même mis un peu de temps à s'adapter. C'était pas qu'un couple, c'était des jeunes. Je suis parti, j'ai suivi une dizaine de jeunes médecins qui allaient découvrir. Alors, ils rentraient chez eux le soir. Hein. Ah d'accord, ok. Mais... Oui, maintenant, c'est vrai que maintenant, c'était pas comme s'ils partaient non, pour ne plus revenir. Ouais. Absolument. C'est-à-dire qu'ils étaient à Berlin-Ouest, ils allaient à l'Est pour proposer leur service. Alors que c'est le phénomène inverse qui se produisait sous nos yeux. Et est-ce que tu as observé les réactions des habitants de l'Est qui découvraient pour la première fois quand même le monde occidental, parce qu'ils étaient vraiment enfermés jusqu'ici ? Est-ce que ça n'a pas été compliqué pour eux de s'adapter tout d'un coup, du jour au lendemain, une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre Alors pour être sincère, je pense que je ne suis pas resté suffisamment longtemps, ou passé suffisamment de temps avec ces personnes pour dire leur ressenti. Il y avait ce que je peux constater, parce que je suis resté une quinzaine de jours, mais il y avait une euphorie. J'étais allé précédemment dans d'autres pays de l'Est à l'époque du rideau de fer, où on ressentait quand même une population qui était enfermée à la fois physiquement, qui savait qu'il y avait un rideau de fer qu'ils ne pouvaient pas franchir, mais aussi intellectuellement. Il y a des pays où c'était extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il faut bien se mettre dans la tête que penser différemment, c'était préjudiciable. Et que le système, dans beaucoup de pays de cette ex-Union soviétique, la Roumanie notamment, tous les individus se surveillaient les uns les autres. A surveillait B, qui surveillait C, qui surveillait D, qui surveillait E, qui surveillait A. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce que peut dire l'autre. Donc, on se méfiait de l'autre en permanence. Très, très compliqué. C'est resté un peu ça en Russie. Je ne connais pas suffisamment la Russie pour l'affirmer ou pour l'avoir ressenti. Je ne suis jamais allé en Russie. D'accord. Voilà. De toute façon, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais oui, c'est comme tu dis, c'est juste une façon de vivre qui est extrêmement différente de la nôtre, qui est due à un contexte politique et historique. Quand on discute avec quand je discutais avec des personnes qui ont vécu, ou qui vivaient ces choses-là, d'abord, ils étaient très, très frileux. Ils hésitent à parler. Et on sent bien que ils disent quelque chose qu'ils ont envie de dénoncer, mais au moment où ils le disent, ils le regrettent. Parce que quelque part, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas si je ne vais pas parler à B, qui les surveille. Et que, voilà. C'est dur. Hein. C'est dur. C'est vraiment... en espérant que ça ne durera plus longtemps. Écoute, du coup, tu continues ce petit tour dans l'ex-URSS. Quand est-ce que tu reviens en France ? Je vais en Roumanie, je vais en Albanie, je vais en Bulgarie, mais je fais aussi pas mal de reportages aussi en Mauritanie, au Maroc, au Sénégal. Je vais faire ça pendant 4-5 ans. Et puis au bout de 4-5 ans, déjà je bosse un petit peu avec Fred, et on se retrouve à bosser tous les deux sur une émission de science qui était destinée à un public plutôt jeune, qui s'appelle Fractal,
qui s'appelait Fractal. Et ça, c'est juste une émission, on vous l'a demandé, vous avez eu l'idée, vous l'avez écrit, parce que là, tu parlais pas de science encore. Alors, il se trouve que moi, quand je suis journaliste freelance, hein, je fais mes documentaires, mais à chaque fois que je pars quelque part, quand je suis freelance, eh bien, j'assure mes arrières en bossant pour plusieurs journaux de presse écrite. Et plutôt des journaux de presse écrite spécialisés. Je bosse pour La France agricole, qui est un journal, le journal des agriculteurs. Je bosse pour plusieurs journaux de médecins. Je bosse pour La Vie du Rail. Je bosse pour un journal de pharmaciens. Et à chaque fois que je vais quelque part, eh bien, en partant, je vais voir tous ces journaux et je leur dis, ben voilà, je vais à tel endroit. Si vous voulez, je vous propose de vous ramener un portrait d'agriculteurs, de médecins, de pharmaciens, etc. De cheminots. Hein. Et comme ça, quand je pars, je suis sûr que quand je vais revenir, si je fais chou blanc avec ma caméra, eh ben, au moins j'aurai des sujets de presse écrite. Donc voilà, je commence à travailler un petit peu dans des sujets qui sont un peu techniques, un peu de science. Voilà. Avec Fred, on se connaît. Fred bosse, lui, sur une émission de science qu'il présente, donc, qui s'appelle Fractal. Il me propose d'être journaliste sur cette émission. Donc, je deviens journaliste. Après, il me demande de faire une petite apparition dans l'émission. Je fais une petite apparition. C'est une émission de science classique avec des sujets, des plateaux, avec des invités. Voilà, ça dure 26 minutes, hebdomadaire. Et à l'issue de chaque émission, enfin, pas de chaque, mais au bout de quelques temps, à l'issue des émissions, avec Fred, on échangeait et on se disait, mais qu'est-ce qu'on a retenu de cet échange ? Et puis, on se disait, mais pas grand-chose. Pourquoi pas grand-chose ? Parce qu'on accueillait quelqu'un, un scientifique, à qui on posait des questions plutôt d'actualité, mais pas en rentrant dans le fond des choses, dans le fond du sujet scientifique. Et c'est là où on a eu l'idée de faire une émission beaucoup plus pédagogique, qui décortiquerait les phénomènes. Et que je me souviens, par exemple, on avait reçu, c'était le directeur d'Ifremer, qui était un ancien sous-marinier, et on avait beaucoup parlé de l'exploration des fonds marins avec des sous-marins, mais on en était resté à des propos superficiels au sens objectif du terme. Voilà. Et après, on s'est dit non, ce qu'il aurait fallu expliquer pour bien comprendre le truc, c'est comment fonctionne un sous-marin. Et après, on aurait pu faire le reste. Et c'est comme ça qu'est né finalement le concept de C'est pas sorcier. Et donc, voilà, je suis passé de derrière la caméra à devant la caméra. Et pour ça, tu t'es formé ou tu as appris sur le tas ? À l'époque, on apprend sur le tas. C'est des choses qui s'apprennent vraiment sur le tas. Alors évidemment, en école de journalisme, j'avais eu quelques cours, mais qui se limitaient à ce que l'on est en train de faire en ce moment, hein, sur une table, avec une caméra devant moi, et point barre. Ouais, ça pas de vrai s'arrêtait public, pas de... Et comme je trouvais ça un peu moyen, parce que j'étais persuadé qu'aucun d'entre nous ne décrocherait en sortant de l'école un poste de présentateur de journal télévision. Donc, et d'ailleurs... c'est ce qui s'est passé. L'avenir, la suite me l'a confirmé. La télé ne m'intéressait pas dans ce sens-là. En revanche, être derrière la caméra et filmer, oui, ça m'intéressait. Et donc, pour revenir à la question, excuse-moi. C'est le but, on divague. Voilà. Pour revenir à la question, non, j'ai pas fait de formation. Et alors, mais je me souviens vraiment, la première émission, C'est pas sorcier, même si c'était pas en direct, eh bien, s'adresser à une caméra, j'en menais pas large. Bah, c'était pas du tout ce que tu avais l'habitude de faire, donc c'est compréhensible. Et puis parler à une caméra, même si justement on ne joue pas à la comédie. Quand on parle à une caméra, on se dévoile. Involontairement, on se dévoile. Quand on débute, on montre ses faiblesses, ou les faiblesses deviennent visibles. Voilà. Avec l'apprentissage, justement, je pense qu'on arrive à masquer ses faiblesses. Mais voilà, c'est tout ça au début. Voilà. On est en quelle année, là ? Là, on est en 1994. Le premier épisode de C'est pas sorcier, ça s'appelle comme ça à ce moment-là ou pas ? Absolument. D'accord. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi tôt. Septembre 1994. Et quand est-ce que vous comprenez que là, ça va devenir en fait un phénomène ? Mais on ne le comprend pas. C'est un truc qu'on ne comprend pas. C'est un petit peu comme, tu parlais d'histoire tout à l'heure,
Là, c'est pareil. Quand on décide de fabriquer cette émission, moi, c'est une période de ma vie en plus où je vais devenir papa. Donc, j'ai envie de me poser un peu pour suivre les premières semaines, les premiers mois, les premières années de mon petit garçon. J'ai envie de me poser. C'est pour cette raison que quand il s'est agi de faire le choix entre qui serait dans le camion et qui serait à l'extérieur, j'avais envie de rester dans le camion. Puis ça me plaisait bien, ce truc d'expliquer et tout. Mais à ce moment-là, on décide. On propose cette émission en pensant que ça va durer 2-3 ans. Si ça se passe bien, ça durera 2-3 ans. Et puis après, chacun retournera à ses amours et tout se passera bien. Et en fait, ça a duré au total... Et ça a duré 19 ans. C'est fou. Hein. Voilà. 19 ans, je pense qu'il y a vraiment... Enfin, surtout une émission scientifique, aucune émission sur une thématique scientifique n'a duré aussi longtemps. Sur une thématique scientifique, non. Et est-ce que tu arrives à en ressentir de la fierté aujourd'hui comme hier ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par fierté ? C'est, je suis très content de l'avoir fait. Je suis fier d'avoir bien fait mon travail, en fait. C'est une émission qui m'a, moi aussi, permis d'apprendre beaucoup. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas de formation scientifique. Quand je déboule dans C'est pas sorcier, je ne sais rien. Et donc, il faut bien se mettre dans la tête que tout ce qu'on va raconter dans C'est pas sorcier, eh bien, on va le découvrir, l'apprendre, le comprendre pour pouvoir le restituer. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi une grande joie, une forme d'épanouissement extraordinaire. Moi, j'ai toujours eu l'impression, quand je bossais sur C'est pas sorcier, de rentrer dans les coulisses du monde qui nous entoure. Un petit peu comme on rentre dans les coulisses d'une scène de théâtre. Alors, on pousse le rideau, là, on rentre. Et on voit des choses, on comprend des choses qui permettent d'apprécier encore plus le monde dans lequel on vit. C'est fou. J'imagine totalement la sensation. Puis c'est une dose d'apprentissage quotidienne, enfin hebdomadaire plutôt du coup, mais fantastique. C'est tous les jours en fait. C'est tous les jours qu'on apprend. Parce que vous travaillez sur le sujet tous les jours. Tous les jours. Et puis on travaille sur plusieurs sujets en même temps. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, parce que tu me disais au début que aujourd'hui t'es pas forcément à l'aise à répondre à des tables rondes où on te demande d'intervenir en tant qu'expert scientifique, parce que tu te sens pas légitime. Déjà, d'où vient du coup cette légitimité ? Et si elle vient d'un diplôme, est-ce que tu t'es pas dit à un moment, je vais passer un diplôme, je sais pas, une licence de physique, de sciences ou autre, pour juste me sentir peut-être plus confiant dans mes connaissances ? En fait, non. Tout simplement parce que, encore une fois, moi, mon rôle, c'est de transmettre, de passer, passeur de savoir. J'aime bien cette définition. Et c'est surtout que, si tu veux, aujourd'hui, les disciplines, elles sont multiples. C'est-à-dire que il y a un siècle, tu pouvais être physicien, chimiste, biologiste. Aujourd'hui, tu commences en chimie, mais après, tu vas avoir une multitude de branches. Et tu vas être expert de cette branche. Et pour parler, pour pouvoir s'exprimer, tout à l'heure, on parlait de l'importance du discours scientifique. Eh bien, il faut cette légitimité, cette expertise dans cette branche précise. Moi, mon rôle, c'est justement de trouver l'expert qui va m'expliquer et de traduire pour que le propos soit intelligible par tout le monde. Je le traduis, je lui fais vérifier, on en discute ensemble. Est-ce que je peux dire les choses ainsi ? Est-ce qu'elles sont accessibles ainsi ? Très souvent, l'expert dit, si c'est pour un public de profanes, oui, c'est tout à fait, on peut le dire ainsi. Ce serait pour un public d'experts, ce serait pas on n'utiliserait pas ces termes-là. Non pas qu'ils ne soient pas justes, mais c'est qu'il y en a de plus précis. Tu vois ? Et donc, à partir de ce moment-là, je ne peux pas me dire expert de telle ou telle discipline. Et c'est aussi ce qui t'a permis d'en toucher autant. Sûrement. Et puis c'est exactement ce que tu dis. C'est que, je veux dire, C'est pas sorcier, le monde de Jamie aujourd'hui, ce qu'on fait sur les épicurieux. Le spectre est extrêmement large. On va de l'histoire de la frite à l'aurore boréale. Donc, si tu veux, il y a une multitude de disciplines
au milieu de tout cela. Donc, on voit bien, je suis un peu un touche-à-tout. Je ne suis pas un expert. Et comment justement vous choisissez les sujets que vous abordez, alors que ce soit à l'époque de C'est pas sorcier et aujourd'hui dans le monde de Jamie et Épicurieux? L'air du temps. Alors, le monde de Jamie, on est un petit peu plus sur des dossiers qui sont liés à l'actualité, comme l'émission qui a été diffusée là, tout début janvier sur l'énergie. Et les prochaines que nous sommes en train de préparer tournent aussi autour de sujets qui concernent directement le public, qui sont liés à des sujets, on va dire, pour lesquels il y a une sorte d'urgence à regarder pour comprendre. Après, les épicurieux, c'est tellement vaste, on n'est pas sur le même registre. Un petit peu de temps en temps, moi j'essaie de choisir des sujets qui sont un peu dans l'air du temps. C'est-à-dire que les aurores boréales plutôt en janvier qu'en juillet. Hein, les coups de soleil plutôt en juillet qu'en janvier. Hein, on va plutôt être sur des sujets comme ça, des tendances. Voilà. Là, il y a le film Astérix qui sort, et ben on fait un truc sur les Gaulois, qui étaient réellement les Gaulois. Voilà. Est-ce que tous les Gaulois avaient un prénom qui se finissait par X? Voilà. Est-ce qu'ils avaient des grandes moustaches? Est-ce qu'ils avaient des ailes sur leur casque? Voilà. Est-ce que tu te poses, genre le lundi, et tu te dis, ok, la semaine prochaine, on va aborder ces sujets. Moi, je me pose telle ou telle question. Est-ce que c'est ça ton process, on va dire? Oui. Okay. Alors, c'est pas forcément le lundi, c'est un petit peu tous les jours. Ouais. Voilà. Après, moi, je suis à l'affût de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on a une émission qui te colle à la peau, qui coule dans ton sang, ou quand tu as une marque comme Épicurieux, ben finalement, tu finis par regarder les choses à travers ce prisme. Et donc, tu vois, tu entends et tu dis « Ah, ça c'est un sujet. Ça c'est un sujet pour nous. » Hein. Alors tu le notes. Tu as des antennes en fait. Oui, et puis parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Tu vois, tu le mets de côté. Tu dis un jour on le traitera un jour. Enfin, voilà, moi je fonctionne comme ça. Et puis j'imagine que les personnes qui te suivent doivent aussi souvent te dire est-ce que tu pourrais parler de ça? Est-ce que tu pourrais parler de ça? Aussi, et si ça revient souvent, ouais, vous faites un sujet quoi. Complètement, tout à fait. Aujourd'hui, t'es 100% web ou tu restes encore sur des plateformes plus traditionnelles? L'essentiel de mon activité, c'est la fabrication de l'émission Le Monde de Jamie. Hein. Ce sont des documentaires de 2 heures, donc avec une petite équipe. Donc c'est ce qui m'occupe, ce qui occupe la plupart de mon temps. Et puis, je consacre... mais bon, je me lève assez tôt et je travaille assez tard. Donc, depuis toujours? Ce n'est pas allé en s'arrangeant. Ce n'est pas allé en s'arrangeant. Mais du coup, par choix? Par volonté? Oui, parce qu'à un moment donné, une journée classique ne me suffit pas. Alors c'est le piège des métiers passion aussi. Donc je sais que c'est un piège. Voilà. Et mon entourage le sait. Après... Un de mes fils m'a souhaité le 1er janvier d'avoir moins de projets. Voilà. Vous n'étiez pas d'accord sur la résolution, voilà. Je crois. Donc si, ça m'a fait sourire et je me suis dit, bah oui, il a raison. Bah pourquoi en fait? Parce que si ça t'épanouit, c'est ce qui compte en fait. Oui. Voilà. C'est comme ça que je le vois, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a une injonction presque à faire moins. C'est vrai. Alors, en fait, ça dépend de la nature et de la volonté de chacun. Juste, il ne faut pas que ce soit subi, quoi. Voilà, mais ce n'est pas subi. Voilà. Donc, ok. Et donc, Le Monde de Jamie, c'est diffusé où? C'est diffusé sur France 3. On fait entre 4 et 5 films par an. D'accord. Mais encore une fois, je répète, un film de 2 heures, un documentaire de 2 heures, c'est énormément c'est un long travail. Ah ouais. C'est un très très long travail. On travaille sur 3 émissions en même temps, dont une qui va devoir sortir. Alors il y en a d'autres qui sont programmées, mais il y en a une qui va sortir le 14 en juin, la mi-juin. Je peux pas donner le thème. Et puis il y en a une autre deux autres qui vont sortir après, une en septembre et une autre en novembre, dont je ne peux pas non plus donner le thème, mais qui sont en fabrication. Et donc c'est énormément de tournage, énormément. Alors évidemment, hein, je suis loin d'être tout seul. Hein. Sur chaque émission, il y a un réalisateur image, un réalisateur sur le contenu, et puis une équipe de tournage, bien sûr. Mais on travaille en très étroite collaboration pendant toute l'élaboration du projet. D'accord. Et quand est-ce que du coup tu as le temps d'alimenter les épicurieux? Eh ben, c'est ça, le matin. Ouais. Le matin. Tu t'organises comme ça, le matin les épicurieux, l'après-midi le Monde de Jamie. Le matin. Voilà. D'accord. Le matin, on va dire entre 6h et 9h du matin. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité, je ne sais pas d'ailleurs si tu as commencé par ça tout de suite sur le digital, mais quand est-ce que tu t'es dit,
la télé c'est bien, mais le digital, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire. Je m'en suis rendu compte assez tôt. Se rendre compte des choses, c'est facile. C'est facile. C'est plus facile que de les mettre en œuvre. Après, c'est comment. Comment on fait ça? Ou, encore une fois, tu vois, ça c'est un truc qui revient souvent chez moi, c'est quelle légitimité ai-je à le faire par rapport à d'autres youtubeurs. Et puis à un moment donné, il y a toujours un déclic, il y a toujours quelque chose de plus fort. Et moi, dans tout ce que j'ai fait, il y a des doutes. Tac, tac, et puis à un moment donné, clac, il y a un machin qui dit, faut y aller. Faut y aller parce que ça. Et ça, c'est la raison pour laquelle il faut le faire. Voilà. Et il y a un moment où je me suis dit, je voyais tout ce qu'il y avait sur YouTube, sur les autres réseaux. Alors évidemment, il y a d'excellents vulgarisateurs, mais je me suis dit, il y a aussi beaucoup de divertissements qui sont dépourvus de contenu. Il y a aussi pas mal de choses où le contenu n'est pas vérifié ou est erroné. Il y a pas mal de fake news. Donc il y a deux attitudes. Soit on montre du doigt, on condamne, soit on dit j'y vais, je prends ma place ici. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, j'y vais. Ça ne sert à rien de critiquer, ça ne sert à rien de montrer du doigt. Si tu as quelque chose à dire, tu y vas. Et c'était quand ça? Et ça, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Ouais, je crois que c'était juste pendant le confinement, avant le confinement. Ça a commencé. Alors je réfléchissais déjà, on va dire, 6 mois, 1 an avant le premier confinement. Il y a eu le confinement et ça a démarré avec des toutes petites vidéos d'abord sur Twitter et puis très vite, on a créé une chaîne YouTube. Et puis voilà, puis après les choses se sont développées. Il y a eu ma rencontre avec Webedia, un bon mariage avec Webedia et une société de production qui s'appelle Éléphant. Voilà. Et on a créé le média Épicurieux. C'est vrai que ça allait vite, parce que du coup, vous venez de célébrer les 1 million de la chaîne YouTube. Je ne suis pas d'accord des chiffres, mais je crois qu'on n'est pas très loin d'1,4 million. Ah ouais, voilà. Donc c'est allé vraiment très vite. Voilà. Comment tu expliques ce rapide succès? J'ai bénéficié sûrement d'une image. Je fais de la télévision depuis bientôt 30 ans. Donc, évidemment, je pense que ça aide un petit peu. Peut-être aussi parce que j'avais un certain ton pour expliquer les choses qui était peut-être à la croisée des chemins. Juste avant le début de YouTube, finalement. YouTube, ça arrive quand? C'est 2010 2012, je crois, 2012, ouais. Voilà. C'est pas sorcier, ça s'arrête en 2013. Mais voilà, on a une façon de dire les choses, de les filmer qui, déjà, je pense, à l'époque, est un peu une façon un peu novatrice, je pense. Donc, à mon avis, ça s'est fait un petit peu naturellement, ça s'est fait comme ça. Et puis il y a aussi l'envie. Ça, c'est un truc qui est super important. Ça se ressent. Avoir envie de faire ce que l'on fait. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Quand j'écris quelque chose, je l'écris parce que j'ai envie de l'écrire. Et je le réécris parce que je considère que si c'est mal écrit, ce ne sera pas accessible. Et voilà. Comment tu fais justement pour réussir à t'adapter, à écrire pour différents publics? Parce qu'aujourd'hui, en vrai, tu es suivi par des gens de tout âge. C'est très difficile d'arriver à parler à tout public. Je veux dire, au-delà de tout âge, c'est tout milieu social, c'est tout genre. Enfin, je sais pas si tu y réfléchis, mais c'est assez incroyable. Alors, je me suis jamais posé la question en ces termes, en me disant, est-ce que je suis compréhensible par un tel? En revanche, je me suis toujours mis à la place du public et je me suis toujours mis à la place du profane. Le truc, en fait, c'est de se dire, je ne m'adresse pas à des experts, je ne m'adresse pas à des spécialistes, je m'adresse à des profanes, mais attention, ce que je vais raconter ne doit pas choquer le spécialiste, ne doit pas le heurter, doit être juste, et derrière, il doit dire oui, c'est vrai, c'est ainsi que se déroulent les phénomènes, ou c'est ainsi que s'est déroulé cet événement, ou autre, ou que s'enchaînent les événements les uns derrière les autres. Donc, en permanence, j'imagine 2 personnages devant leur écran
un sachant et un profane. Et je me dis, il faut que mon discours soit limpide pour l'un et l'autre. En sachant que l'expert, je ne suis pas là pour lui apprendre quelque chose. Mais si toutefois il devait écouter ce que je raconte, il dirait, il ne dit pas de bêtises. Et puis, en même temps, cet expert, il est expert de quelque chose, mais pas du reste. Donc, si je fais, j'explique quelque chose sur le biomimétisme, par exemple, les botanistes, les éthologues, etc., comprendront. Mais un spécialiste de l'énergie nucléaire, peut-être pas. Voilà. Peut-être que le spécialiste de l'énergie nucléaire, à ce moment-là, sera profane. Et inversement. Tu sais d'où vient le terme profane ? Ça m'interpelle parce que profane, c'est quand même le contraire de sacré. Oui. C'est plutôt péjoratif comme terme. Profane, celui qui ne sait pas. D'accord. Donc, j'ai pas regardé l'étymologie, mais ouais. Voilà. C'est marrant que ce soit l'homonyme de ce terme. Ouais. Mais j'aurais pu dire béotien. Oui, non, voilà. Mais c'est marrant, moi, ça m'interpelle. Et en effet, je suis contente même d'avoir appris ce terme pour décrire, parce que, oui, tu me diras, sinon c'est les ignorants et c'est pas mieux, quoi. Les sachants, les ignorants, apprenons à être profanes et fiers, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Mais on ne peut surtout pas. Je suis sûr d'une chose. C'est que je ne sais rien. Je ne saurai jamais tout. Et que je ne sais rien, ou pas grand-chose. Tellement peu. Et si... Là, tu te revoyais en études de journalisme, après toutes ces années d'expérience. Qu'est-ce que tu as appris par l'expérience que tu n'as pas appris à l'école et que tu aurais aimé apprendre ? Moi, j'ai eu des bons profs. J'ai vraiment eu des bons profs. Ils étaient tous bons. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des élèves qui adhèrent plus aux propos d'un tel ou d'un tel. Moi, il y a 2 ou 3 profs qui m'ont appris, on va dire 50% de ce que je sais. Quelques rédacteurs en chef qui m'ont appris 20%, et puis 30% qu'on apprend ensuite sur le terrain. Mais je ne demanderai rien de plus à une école que ce qu'elle m'a appris. On apprend énormément sur le terrain, mais voilà, entre ce que j'ai appris, ce que ces enseignants m'ont appris, cumulé à la transmission de quelques rédacteurs en chef, et puis ce qu'on apprend sur le terrain, voilà, on se construit. Mais on ne peut pas sortir, je pense qu'on ne peut pas sortir d'une école de journalisme, comme de n'importe quelle école, totalement construit. Non, on a des bases, on a des clés. Et ensuite, on va apprendre petit à petit à ouvrir les serrures. C'est sur le terrain que tu apprends les 50% restants, quoi. Oui. Et si tu pouvais alors donner un enseignement à Jamy en sortant d'école, en lui disant, bon, t'as appris ça, t'as appris les bases, mais petite passe D, voilà ce que je te dirais pour gagner du temps. D'être à l'écoute. Alors, plusieurs choses. D'aimer ce que tu fais. Hyper important. Si tu n'aimes pas, change tout de suite. Sois à l'écoute. À l'écoute de ceux qui te forment et à l'écoute de ceux qui t'écoutent ou te lisent. Ou te regarde. Pense toujours à eux. Ce que je disais tout à l'heure, ce regard sur l'autre. J'écris un papier, et ça, il m'a fallu un petit peu de temps pour le comprendre. J'écris un papier, je fais une vidéo, je m'exprime dans un podcast. Toujours penser à celui qui est de l'autre côté. Est-ce que mes propos sont intelligibles ? Est-ce que je fais passer le message ? Et d'être scrupuleux et de ne pas être indulgent avec soi-même. Donc, c'est être dur. exigeant. Être exigeant parce que c'est trop facile à un moment donné de se dire « Oui, mais bon, les uns et les autres l'expliquent comme ceci, je l'explique de la même manière. » Mais est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est bien clair ? Est-ce qu'il y a une émission, un papier, un sujet duquel tu n'es pas fier ? Ou avec le recul, tu te dis justement, j'ai pas été assez exigeant. Ah mais je crois que quand je me regarde, alors je me regarde toujours après coup. C'est-à-dire jamais au moment de la diffusion. Alors avant, toujours, mais regarder avant, on n'est pas dans les conditions. Après, je suis terrible avec moi-même.
parce que j'aurais pas dû dire les choses comme ça. C'est comme ça que j'aurais dû le dire. Voilà. Et c'est comme ça que tu progresses ? Alors, si je progresse, je pense que c'est ainsi. Voilà. Mais après, c'est chacun son truc. Moi, parce que c'est très difficile quand tu me dis quel conseil tu donnerais. Moi, je fonctionne comme ça. Mais tu vas te dire, mais non, il y a plein de gens qui me disent, oh là, mais c'est plus une passion, c'est un sacerdoce. Mais non, moi, ça me... Voilà. C'est pas pour autant, je vais pas non plus me taper la tête contre le mur. Voilà. Mais Oui, je prends conscience de ce qui pourrait être mieux et j'essaie de faire mieux la fois d'après. Ou la fois d'encore après. Oui, parce que souvent, c'est souvent le problème, c'est que c'est... En fait, je suis d'accord avec toi, je fonctionne après de la même façon. Et puis parfois, vas-y. Parfois, on s'en rend pas compte, en fait. On se dit... et puis, c'est finalement, tu as l'impression d'avoir rien fait. Et quand tu regardes des émissions à 2 ans d'intervalle, tu dis... non, c'est quand même vachement mieux maintenant. Ouais. Voilà. Donc, c'est bien la preuve. Qu'il y a une marge de progression. Voilà. Ouais. Et si tu as encore 2 ans, eh bien, que 2 ans plus tard, tu seras encore meilleur que 2 ans plus tôt. Et bien meilleur que 2 ans encore plus tôt. Oui, c'est accepter où on est, mais vouloir aller plus loin. Et en fait, les conseils que tu partages, ils résonneront auprès des personnes auprès de qui ils sont censés résonner. D'autres, comme tu l'as dit, fonctionnent différemment. Mais ça peut être rassurant aussi de savoir que c'est un mode de fonctionnement et que tu ne le vis pas mal. Après, c'est pourquoi on veut aller plus loin, pourquoi on veut faire mieux. Et nous, on a la chance de faire des métiers où on est en relation avec le public. Donc, évidemment, dans le métier que l'on fait, il y a une part d'ego. Hein. Mais on ne peut pas faire mieux pour soi. On ne peut faire mieux que pour les autres, que pour ceux qui sont de l'autre côté. Et c'est ça. Je pense. Enfin, moi, je le vis comme ça. Parce que je pense à mon cas, j'ai déjà partagé ici, ça commence à devenir ridicule. Parce qu'en plus, l'exemple est ridicule. Mais si par exemple, je vais partager une vidéo sur Instagram et que je vais faire une faute d'orthographe, mais pas dans la légende, dans la vidéo, du coup, je peux pas le changer. Ouais. Je vais très mal le vivre. Ah ben, et en fait, je pense que je le vis plus mal que les autres. Ah mais bien sûr. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, j'aurais pu faire mieux pour moi-même. Tout à fait, évidemment. Mais d'une manière générale, dans la facture générale du produit que l'on fabrique, c'est pour les autres, avant que ce soit pour nous. C'est vrai. C'est ça qu'il faut se rappeler aussi, du coup. Mais il faut aussi prendre du plaisir soi-même. C'est là où c'est quand même... Vivez, allez, c'est facile de vivre. Oui, mais c'est ça le sel de la vie. Parce que finalement, tu t'épanouis à faire ça. Donc finalement, tu prends aussi un peu de plaisir. Moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait différentes strates dans ce que je faisais. Il y a le premier stade qui est de comprendre, d'acquérir des connaissances. Et là, tu as déjà une forme d'épanouissement. Et puis ensuite, dans la mise en forme, quand tu écris le truc, tu trouves les illustrations, les machins, tu dis ouais, comme ça marche bien, ça matche bien, les idées s'enchaînent bien, ça me fait une belle histoire. Paf. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Et puis le troisième, c'est quand tu réussis à bien le dire. Et là, tu as tout gagné. Ouais, c'est beau. Voilà. Et généralement, je pense qu'on a une phase qu'on préfère à une autre. Il y en a une qui t'épanouit peut-être plus que les autres. Alors moi, je pense que les 2 premières m'épanouissent plus que la troisième. Ouais, la troisième, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Voilà. Il ne faut pas la négliger, parce qu'on fait, encore une fois... C'est aussi ça qui permet de partager, après. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui t'intéressent en ce moment ? Je crois que c'était Lorena qui m'avait dit que la physique quantique t'intéressait en ce moment. Elle m'intéresse, mais c'est compliqué. C'est un sujet... En fait, ça fait partie des sujets que j'ai jamais réussi à expliquer. Voilà. Est-ce que ça s'explique ? Je veux dire, c'est en exploration. Mais c'est un domaine qui est assez fascinant. Est-ce que tu pourrais peut-être juste, en quelques mots, partager aux personnes qui nous écoutent la base ? Non. Mais je suis sûre. Tu vois, tu as un vrai syndrome de l'imposteur. Je suis sûre que tu es bien plus capable que nous de le dire. Non, pas du tout. On est dans de l'infiniment petit, sur des histoires d'interaction entre les particules de matière et avec une logique qui ne correspond pas
à ce que l'on a sous les yeux. C'est-à-dire que très souvent, quand on veut expliquer un phénomène, les vulgarisateurs ont une arme de choc, c'est la comparaison. On veut expliquer voilà, la gravitation, et paf, à un moment on se dit tiens, c'est un peu comme des aimants. Sauf que là, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle existant qui puisse donner une idée qui permette de conceptualiser ce qui se passe. Je ne les ai pas trouvés. Je cherche les bonnes comparaisons. En fait, les bonnes images. Ce qui est dur, je trouve, avec la physique quantique, c'est pour le coup ce vrai risque qui existe dans la science, mais particulièrement dans la physique quantique, de déceler le vrai du faux et le fantasme de la réalité. Alors, encore une fois, moi, je connais vraiment pas du tout le périmètre. Le seul truc que j'en ai lu, c'est un mec qui s'appelle Docteur, alors qu'en vrai, il est chiropracteur, donc c'est quand même pas la même chose. Docteur Joe Dispenza, je sais pas si t'as entendu parler, c'est un Américain et qui écrit des bouquins sur la physique quantique. Et donc, il explique qu'en fait, ça rebat les cartes de nous, notre logique de l'espace et du temps. Complètement. Et que c'est l'inverse, en fait. Mais oui, ça rebat les cartes. Et voilà, mais je n'irai pas plus loin. Et alors, pourquoi ça te fascine Ça me fascine parce que justement, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas et j'ai du mal à l'illustrer. Voilà. Mais bon, peut-être qu'un jour, je prendrai le temps de me pencher davantage sur ce sujet. Et tu reviendras nous en parler. Oui, avec plaisir. On a beaucoup parlé de science comme source d'épanouissement. Est-ce que tu en as d'autres sources d'épanouissement ? Un truc, mais qui est assez... Alors moi, j'adore marcher, j'adore courir, j'adore lire. Je passe beaucoup de temps... mais bon, tout ça peut-être un petit peu lié. J'adore cuisiner. C'est une belle passion. Donc, et manger, j'espère aussi. Du coup. Manger. Je regrette, il y a un truc que je regrette. Tu vois, c'est de ne pas jouer de musique. Je ne suis pas musicien et ça, c'est un truc qu'on peut toujours rattraper. Mais bon, la musique, c'est mieux de commencer quand on est jeune. Et je ne joue d'aucun instrument. Et ça, c'est un vrai regret que je peux combler, bien entendu. Mais voilà. Et quand tu me disais, est-ce que tu as d'autres passions ? Parfois, ça me chagrine. Par exemple, j'ai un frère qui est musicien, vraie passion, il en a fait son métier d'ailleurs. J'ai un autre frère qui est passionné de pêche. L'un et l'autre, ils lâcheraient tout pour assouvir leur passion. Ils ont 5 minutes, ils assouvissent leur passion. Voilà. Moi, j'ai pas ça. Tu l'as un peu avec la science quand même. Ah oui, je l'ai, évidemment. T'as 5 minutes, tu dis un truc. Évidemment. Mais la science, c'est général. Je regrette de ne pas avoir ce truc-là. Ce truc où, finalement, quand t'es pas en forme, quand t'as pas le moral, voilà, tu te mets sur ta batterie ou ton piano, ou tu prends tes gaules et tu pars pêcher. Non, mais, tu vois, c'est ce truc-là. Je me demande à qui c'est réservé, ces passions-là qui sont viscérales et qui, en effet, suffisent à combler un humain. Mais je trouve ça merveilleux, en plus, parce que c'est des passions accessibles. Non, mais je pense que c'est une question de personnalité et que, voilà, ils ont peut-être ça, alors que toi, tu as d'autres choses. Tout ça est très complémentaire, au final. Sûrement. Mais puisqu'on parlait de passion, voilà, je ne peux pas mettre le doigt sur... Le truc que tu fais quand tu rentres pour te remonter le moral. Ouais. Et tu nous parlais de lecture et du fait que tu lisais beaucoup. Est-ce que tu aurais un livre à recommander aux personnes qui nous écoutent ? Ah, je vais en avoir plein. Vas-y, tout ce qui te vient à l'esprit, où tu te dis ça vaut le coup de le lire, quoi. Là, en ce moment, je suis en train de lire une biographie d'Alexander von Humboldt, Andrea Wolf, une auteure. Alors c'est marrant parce que elle est allemande, elle est née en Inde, elle a vécu en Angleterre, et ce bouquin est fantastique. Moi, j'ai lu plusieurs biographies de Humboldt, mais celui-ci est vraiment très très bien, chez Biblio. Voilà. Et alors après, dans les livres que j'ai à conseiller, on a tous des livres de chevet. Alors ça, il y en a 2 ou 3 que j'ai cités à de maintes reprises, mais je vais le redire. L'un de mes livres préférés, c'est Le Magellan de Stefan Zweig.
Et puis après, Les Promesses de l'Aube de Romain Gary. Ouais, c'est des beaux ouvrages. Ouais. Le Rocher du Tagnos d'Amin Malouf. Après, j'adore le Clésio. J'adore Modiano. Eric Orsena. Voilà, alors là, on pourrait tous les citer. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour que les personnes qui nous écoutent puissent le retrouver. Un très très beau livre aussi d'un auteur assez controversé, mais ce livre-là était superbe, de Jean Raspail, Qui se souvient des hommes. Très très beau livre, prix du Livre Inter en 83 ou 84. Magnifique bouquin. Ok, je l'ajouterai aussi dans les notes. Et est-ce qu'il y a des personnes que tu suis sur les réseaux sociaux que tu aimes bien ? Oui, je suis Nota Bene, David Wapre, Dr Nozman. Qu'est-ce que je suis encore ? Manon Bril. Trop bien, donc des chaînes d'edutainment, je mettrai ça aussi dans les notes, c'est toujours bon à savoir. Qu'est-ce que les réseaux sociaux t'ont appris ? Tu vois, je me dis par rapport au monde de la télévision, qu'est-ce que tu en retires de tes... Là, c'est assez récent, mais mine de rien, si tu fais le point, 2 ans après, qu'est-ce que tu as appris de nouveau ? J'ai appris davantage la spontanéité, la réactivité. Quand je compare les deux, alors, je ne les oppose jamais. Je considère qu'ils sont complémentaires. Ouais. Mais avec les réseaux, je trouve qu'il y a un voile en moins. Quand on s'adresse à la télévision, on s'adresse à un public qui ne vient pas spécialement pour te voir, qui est là, qui est un habitué de cette chaîne, qui aime bien ton programme, mais bon, qui est peut-être là un peu par hasard. Quand tu es sur les réseaux, sur YouTube, sur TikTok, on vient te voir. On choisit. Je trouve qu'il y a ce rapport presque comme sur une scène, un rapport direct. Et c'est ce que j'aime bien. Parce que, tu rentres directement dans les sujets. C'est vrai. T'as pas à tourner en rond, au contraire, surtout pas. Et ça n'a pas été difficile au début, ça, de... Si. Comme tu as été, entre guillemets, formaté bien sûr. D'une certaine manière, de désapprendre presque. Ah mais bien sûr, ouais. T'as été coaché ou non, tu alors, t'es entraîné ? Non. Alors, dans l'équipe, au début, tu fais les choses un petit peu tout seul, et puis quand tu veux t'améliorer, tu travailles avec des gens qui disent « Ouais, mais ça, tu devrais plutôt changer l'architecture de la vidéo, plutôt dire les choses comme ça. » Et puis après, tu ajustes. Tu apprends vite. Puis, tu piges très vite que ça, c'est pas pour les réseaux, pour la télévision, et inversement. C'est pas parce que tu fais des choses, tu fais des vidéos d'une certaine manière sur les réseaux qu'il va falloir faire la même chose à la télévision. Parce que ça marche pas. Non. Voilà. C'est 2 plateformes distinctes. Totalement. Et quelles sont tes aspirations avec Épicurieux dans les mois, années à venir ? C'est faire grandir cette communauté, bien évidemment. Mais ça, je pense que c'est ce que souhaite tout YouTuber. Si, il y a un truc qui est très important. D'abord, ça s'appelle Épicurieux. Ça ne s'appelle pas Jamy. Voilà, c'est une marque, mais c'est, je dirais, une enseigne derrière laquelle je souhaite qu'il y ait de plus en plus de visages et que cette enseigne ne se limite pas à mon visage et qu'au contraire, mon visage se dilue à travers tous les autres. En revanche, que cet état d'esprit qui repose sur la transmission heureuse des connaissances soit maintenue. C'est beau. Voilà. La transmission heureuse des connaissances, j'aime beaucoup cette phrase. Mais c'est marrant, tu disais tous les youtubeurs aspirent à ce que leur communauté grandisse. Alors, dans une certaine mesure, je suis d'accord. Mais par exemple, moi j'ai toujours dit, j'ai pas envie d'avoir 4-5 millions d'abonnés. Parce que après, tu as aussi le mode de vie qui va avec. Alors après, ça dépend ce que tu partages. Je pense que par exemple, toi, tu es peut-être moins exposé à la critique, à la haine
tu nous le diras, mais où moi je vois aujourd'hui les créatrices, les créateurs qui ont ce nombre d'abonnés-là, je n'envie pas leur vie. C'est très difficile d'être tranquille, d'évoluer. Tu es en proie à des critiques, des menaces. Il faut penser à ça aussi, quoi. Il faut une superbe carapace. Voilà. Tu as raison, ça fait sûrement partie, on va dire, des inconvénients du métier. Mais bon, j'ai tendance, moi, à regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, même si parfois ça fait mal. Ça fait très, très mal. T'as de la haine, toi ? Oui, ça arrive. Ça arrive ? Oui, ça arrive. Ça arrive. Que je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre ce déferlement. C'est un déferlement masqué en plus, parce que, alors certes, on peut échanger, mais on n'est pas face à face, comme nous sommes en ce moment. Voilà. C'est facile de traiter l'autre de tous les noms, de lui prêter tous les mots, les pires des intentions. Mais ça se fait de visu, dans un vrai échange, et non pas porter à la vindicte populaire des propos qui souvent ne sont pas justes. Et puis comme je te disais, moi je suis imprégné de cette méthode dite scientifique qui consiste à argumenter. Quand je vois des propos qui ne sont pas argumentés, ça me navre. Parce que tout propos doit être argumenté, surtout quand il remet en question un savoir, une expérience, un propos. Hein. Mais bon, c'est le jeu. Mais oui, il m'est arrivé d'avoir des critiques un peu violentes. C'est marrant parce que je me dis, je vois pas ce qu'on pourrait te reprocher, mais en fait, sur les réseaux, il y a toujours quelqu'un qui trouvera. Il y a toujours quelqu'un qui est contre. Mais en tout cas, ce que je trouve, alors j'allais dire cool, après, c'est pas... j'ai pas à juger de manière générale ça, mais tu vois, on se connaissait pas avant et en fait, on pourrait penser que tu joues un rôle sur tes réseaux et tout. En fait, je trouve que t'es vachement naturel et que t'es vraiment comme tu es sur tes réseaux, alors que tu aurais pu jouer le rôle du gentil professeur et être tout autre dans la vraie vie. Mais en fait, c'est... Non, je crois que ce que je fais a toujours reflété ce que je suis. Ouais. Et si tu n'avais pas été journaliste, entre gros guillemets, scientifique, qu'est-ce que tu aurais été ? Journaliste tout court. C'est vrai. Non, mais je te jure, parce que c'est vraiment un métier. Moi, je m'en souviens très bien. J'avais 12 ans quand j'ai eu envie de faire ce métier. J'avais 12 ans. Je suis rentré de colonie de vacances. En colonie de vacances, il y avait des équipes. On faisait des groupes. Il y avait un groupe qui était... Et puis ça tournait. Il y avait un groupe qui faisait la vaisselle, un groupe qui faisait, qui préparait la bouffe, un autre qui mettait le couvert ou autre, débarrassait, machin. Et puis il y avait un groupe qui faisait un journal. J'adorais être dans ce groupe. Et moi, je troquais ma place pour être dans ce groupe-là. Et j'adorais écrire ce journal des vacances. Je crois que je suis revenu de cette colonie de vacances en me disant... Je veux faire ça comme métier. Comme quoi, ça crée des vocations. Hein. Ouais, c'est ludique. Alors, c'est peut-être futile ce que je raconte, mais je pense qu'il y a un gros fond de vérité. Écoute, Jamie, j'ai 2 dernières questions pour toi. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait ? N'importe. N'importe. Il y a un personnage, un chanteur que j'adore. On a beaucoup parlé de science, mais on aurait pu parler des mots. J'adore l'écriture. J'adore la musique des mots. Et j'ai aimé la science parce que, justement, j'ai parlé de ce sujet qui se prêtait à la narration, mais j'ai aimé écrire la transmission de la science. J'aime les mots, j'aime leur musique, la ponctuation, le rythme. Tout ça, ça fait partie de l'écriture, de la transmission. Alors je vais arrêter de vous faire languir. Voilà. C'est Alain Souchon. D'accord. J'adore ce personnage. J'adore son écriture. Quand j'étais au lycée, je le citais dans mes dissertes. Et je me prenais un vent par mon prof de français, avec qui je m'entendais pourtant très très bien. Une fois encore, j'ai eu raison de le citer. Voilà. C'est un immense poète.
Donc il était chanteur, compositeur, enfin Oui, il est encore. Absolument. Bon, Donc, Alain, si tu nous écoutes, voilà. t'es bienvenu Donc, sur le podcast. Voilà. Mais non, mais je vous promets, tu prends n'importe quelle chanson et tu l'écoutes. Mais tu l'écoutes comme tu lirais un livre ou comme tu écouterais un podcast. Et tu écoutes l'enchaînement des mots, le mariage des mots, des mariages parfois très insolites, tu vois, et paf, ça fait naître des images. Ce qui est génial avec les mots. Moi, je dis toujours, les mots, c'est le premier outil virtuel. Les mots, c'est le premier outil virtuel. Eh oui. Pourquoi virtuel ? Parce que ça fait naître des images. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Ok, voilà. Oui, c'est vrai, tout à fait. Qui n'existent pas si on matériellement. dit le mot Charlotte, voilà. Je sais pas pourquoi je pense à ce mot, on verra pas la même chose. Voilà, mais quand tu crées une phrase, tu crées des images. Est-ce que tu peux peut-être nous conseiller non, tu sais quoi, je mettrai tous tes ouvrages dans la barre de description, comme ça, j'allais dire, tu peux nous en conseiller un, mais c'est un peu bizarre, c'est comme choisir un enfant. Alors j'ai un peu d'affect avec le premier, mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, qui est un titre que j'aimais pas trop, parce que je trouve qu'il y a beaucoup dans ce bouquin, j'ai mis beaucoup de personnel, beaucoup de sensations, à l'approche des sites que je visite et que je décris, qui n'est pas reflété par le titre. Voilà. Moi, il faudra s'imposer auprès de l'éditeur la prochaine fois. Moi, je dis toujours, c'est plus un itinéraire du gai savoir qu'un tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. Voilà. Seuls les auditeurs du podcast pourront le savoir. Voilà. Écoute, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Choisir l'épanouissement. Alors tu vas dire, ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, c'est se lever chaque matin en ayant le sentiment que ça va bien se passer. C'est se lever de bonheur, mais bonheur, B-O-N-H-E-U-R. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Jamie. C'était hyper chouette de discuter avec toi. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Sur Épicurieux. Ouais. Voilà. YouTube, TikTok. Absolument. Ton compte Insta. Le compte Insta, absolument. Et puis toujours Le Monde de Jamie sur France 3. C'est plus compliqué parce que l'émission n'a pas un rythme tout à fait régulier. Je te dis 4-5 dans l'année, mais on ne sait jamais quand. Voilà. Et si vous suivez Jamie sur Instagram, je suis sûr qu'il nous le dira quand ça sortira. Tout à fait. Voilà. Et puis j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.